« 16 mars 1978. En ce début de printemps, Rome semble un peu assoupie par le retour du soleil. L'Italie attend, mais sans impatience excessive, l'arrivée d'une nouvelle formule politique qui pourrait dénouer la longue crise de régime qui dure depuis plusieurs années. Le Parti communiste italien d'Enrico Berlinguer, le plus influent et le plus démocratisé du monde occidental, s'est porté candidat au partage du pouvoir en proposant un compromis historique à une démocratie chrétienne qui est, elle, affaiblie par la modernisation rapide de la société italienne et par des menaces terroristes effrayantes de l'extrême droite et de l'extrême gauche. C'est malheureusement ce jour marqué d'une pierre noire que choisit l'un de ces groupes terroristes, les Brigades Rouges, pour frapper le plus grand coup de son histoire, l'enlèvement d'Aldo Moro. Le président de la démocratie chrétienne, 5 ans président du Conseil dans les années 60 et à nouveau de 74 à 76, était, selon le mot de l'ancien président Saragat, l'homme politique le plus éminent du pays. Plus personne ne doutait qu'il allait devenir, dans moins de 10 mois, le nouveau président de la République pour cette année. Sauvages et efficaces, les brigadistes étaient parvenus à assassiner les 5 gardes du corps d'Aldo Moro en quelques minutes. Toujours efficaces, ils garderont leurs prisonniers à l'abri de la police pendant près de 2 mois et parviendront, une fois leur otage supplicié, à abandonner son cadavre criblé de balles en plein centre de Rome, devant le palais Caetani, à égale distance des sièges centraux du Parti communiste et de la démocratie chrétienne, le 9 mai. Si les auteurs matériels des meurtres et de l'enlèvement, Morucci, la femme Faranda, Gallinari, le bourreau désigné, sont tous connus et pour la plupart encore détenus ou sous contrôle judiciaire 20 ans plus tard, les raisons profondes du séisme, l'environnement politique du meurtre, ses conséquences véritables demeurent obscures. Les rumeurs de complot continuent à bruisser. Certaines sont fantaisistes, d'autres méritent examen. Mais tout d'abord, comme dans toute bonne enquête, commençons par la personnalité de la victime. Pourquoi Aldo Moro? Aldo Moro a occupé peu à peu le cœur de la vie politique italienne à force de savoir-faire et, disons-le sans acrimonie, de banalité assumée. Ce juriste méridional fut sous le fascisme leader des étudiants catholiques et il était entré en politique avec la démocratie chrétienne dès 1943 en prenant la tête de sa région, les Pouilles. Membre du courant le plus centriste de la démocratie chrétienne, Aldo Moro a toujours fait figure d'habile suiviste. Toujours centriste, mais plus à gauche après 1968, on le retrouve à la tête du gouvernement en 1974 quand le leader de la droite du parti, Giulio Andreotti, a été balayé, très provisoirement il est vrai, par les électeurs favorables au divorce. Il parvient tout juste à éviter l'effondrement de son parti aux élections de 1976, mais la démocratie chrétienne, avec ses 36%, est plus divisée que jamais et le Parti communiste totalise 34,4% des suffrages. Il la talonne et il devient difficile de l'ignorer. Or, depuis 1973, Aldo Moro a noué un dialogue de plus en plus serré avec Enrico Berlinguer, le brillant leader du communisme italien. Berlinguer s'est convaincu que seul un dialogue entre les deux grands partis, le Parti communiste et la démocratie chrétienne, débouchant à terme sur une coalition, peut permettre de dénouer la crise du pays alors que les deux formations font quasiment jeu égal sur le plan électoral. Un consensus presque général commence à s'établir pour juger inéluctable une telle solution, baptisée dès 1973 par Berlinguer de compromis historique. En quoi consiste-t-il? Il s'agit d'abord, tout simplement,
d'une légalisation d'un état de fait. Depuis la grande offensive syndicale de 1968-69, la majorité de centre-gauche, démocrates chrétiens et socialistes, gère la société italienne en consultation permanente avec la direction communiste afin de conjurer l'explosion sociale. Le compromis historique, ce sera un peu le moyen, comme l'écrit un humoriste, pour ce couple adultère, démocratie chrétienne, parti communiste, de se montrer enfin en public. Ensuite, ce sera un acte de rationalité politique. Depuis 1948, l'Italie vit dans une sorte de guerre civile froide, parfois violente, dont elle aspire à sortir. Cela ne peut passer que par une sorte de paix des braves, une embrassade définitive de Don Camillo et de Pepone, par l'idée très italienne de consociativisme, qui remonte en fait aux années 30, l'association de toutes les forces vives, ici au gouvernement. Incontestablement, le compromis historique ouvrirait la voie à un bloc social de ce genre. Le coup d'envoi de l'opération devait être l'investiture du nouveau gouvernement Andreotti, début mars 1978, avec les voix du groupe parlementaire communiste. Nous tenons donc bien le mobile. L'assassinat d'Aldo Moro est un crime de sang dirigé contre le compromis historique. Et de fait, malgré le lancement à la date prévue de l'Union nationale, celle-ci aura perdu, après le meurtre, tout son élan. Nous pouvons donc à présent déterminer quelle fut l'arme du crime. C'est l'aspect le plus indiscuté de l'enquête. L'arme du crime, ce sont les Brigades rouges. Elles revendiquent le meurtre dans un communiqué resté célèbre. La violence politique est endémique en Italie depuis la chute du fascisme. Dans le nord de l'Italie, l'occupation allemande avait donné lieu à une véritable guerre civile. Après 1968, l'irruption idéologique du gauchisme vient raviver ces braises mal éteintes. Les Brigades rouges sont à l'origine un mouvement vaguement issu de la mouvance maoïste et estudiantine, mais caractérisé d'emblée par son caractère brutal, analphabète et clandestin, qui exalte le souvenir de la lutte armée et de la haine de classe des années 50. Il y a ici pourtant un paradoxe. Bien que tous les assassins aient été arrêtés les 2 années suivantes, qu'ils aient peu à peu explicité les conditions de leurs gestes, en se contredisant assez souvent d'ailleurs, ils n'ont en revanche jamais expliqué comment, alors qu'ils étaient traqués de plus en plus par la police antiterroriste, que leurs principaux chefs étaient déjà sous les verrous, ils aient pu réussir avec une telle perfection une opération d'une telle audace. Il nous faut donc à présent faire défiler les instigateurs possibles de ce meurtre politique parfait, en essayant de déterminer qui pouvait bien vouloir, en dehors des abominables tueurs des Brigades rouges, la mort d'Aldo Moro. Certes, le compromis historique gênait beaucoup de monde, mais très spécifiquement 2 groupes, également intéressés à son enterrement sans phrase. La droite pro-américaine, hostile au Parti communiste, et l'extrême gauche pro-soviétique, la plus hostile au compromis historique. Chacune a laissé des traces derrière elle. Les Américains, tout d'abord. Malgré les déclarations d'Enrico Berlinguer de 1976, favorable au maintien de l'Italie dans l'OTAN, l'hostilité viscérale de la CIA et du Pentagone envers le Parti communiste italien, sinon celle du président Carter, plus ouvert, demeurait entière. Le compromis historique était considéré à Washington comme un risque insensé. Les Soviétiques ensuite. À cette époque, Moscou, chassé d'Égypte par Sadat, tenu en respect à l'Est par un rapprochement sino-américano-japonais, commence à craindre, à juste titre, un effondrement politique de l'Empire. Pour l'entourage le plus réactionnaire de Brejnev, Berlinguer est l'homme à abattre, car sa théorie de l'eurocommunisme, c'est-à-dire d'un pôle européen du Sud de partis communistes réformistes indépendants de Moscou, constitue une menace stratégique décisive qui se concrétise dès l'entrée du Parti communiste italien au gouvernement. L'ardeur des diplomates et des officiers de renseignement soviétiques à dénouer le compromis historique n'est pas inférieure à celle de leurs homologues américains. Les Brigades rouges, essoufflées, traquées, discréditées, ont perdu en ce début d'année 1978 beaucoup de militants et de sympathisants. Elles sont mûres pour tomber dans une manipulation de grande ampleur par manque d'armes, de cash, de moyens matériels. Or, il existe des preuves irréfutables d'un début de collusion avec plusieurs services de l'Est, les Tchèques en première ligne et aussi les Bulgares. Certains des chefs des Brigades rouges continuaient en outre à consulter le vieux leader stalinien Pietro Secchia, qui avait déjà inspiré les tentatives malheureuses de l'éditeur guévariste Feltrinelli 10 ans plus tôt et qui était demeuré en étroit contact avec le KGB.
la direction du Parti communiste italien entreprend, en 1977-78, plusieurs démarches auprès de l'ambassadeur soviétique pour que soit mis un terme à ces différentes liaisons, notamment tchèques, qu'elle était venue à connaître. Vainement, semble-t-il. L'hypothèse d'une manipulation des services soviétiques est donc la plus étayée. Elle a pu se concrétiser par l'aide directe d'un étrange chef d'orchestre italo-russe, Igor Markievitch, aujourd'hui décédé, qui semble avoir entretenu des liens étroits avec le terrorisme péninsulaire et avec les services de sa lointaine patrie d'origine. Mais ensuite, comment expliquer que la police italienne, les services secrets étroitement liés à l'OTAN et la CIA elle-même aient pu ignorer si longtemps le lieu de détention de l'ancien président du Conseil? Le soupçon d'avoir laissé faire délibérément continue donc à planer sur le gouvernement de l'époque comme sur ses amis américains les plus proches. À cela, on peut cependant faire deux objections. D'une part, le fait qu'Aldo Moro ne fut exécuté qu'au terme d'une détention de 50 jours après de nombreuses consultations extérieures et d'aussi longues palabres entre dirigeants gauchistes ne plaide tout de même pas pour une manipulation intégrale des Brigades Rouges. Des commanditaires directs de la CIA, du KGB ou de la démocratie chrétienne n'eussent pas tergiversé si longtemps et Moro eût été tué en quelques jours. D'autre part, la thèse d'une manipulation complète par des services secrets sert trop bien, pour certains gauchistes, à dissimuler le caractère barbare et sanguinaire des Brigades Rouges qui marquent d'infamie indélébile toute l'extrême gauche. Cette thèse est donc parfaitement suspecte. Mais même en prenant en compte ces deux objections majeures, on demeure frappé de l'inertie des pouvoirs publics. Or, deux hommes dirigeaient alors les recherches, Giulio Andreotti, le chef du gouvernement, et Francesco Cossiga, le ministre de l'Intérieur, futur président de la République. Le second, Cossiga, est depuis apparu à l'occasion de l'affaire Gladio comme ayant été le chef des réseaux de l'OTAN en Italie depuis 1950. Le premier, Andreotti, qui a en 1999 bénéficié d'un non-lieu judiciaire en matière de relations avec la mafia, ne tardera pas à envoyer le chef de la lutte antiterroriste, le général de gendarmerie Dalla Chiesa, qui venait d'anéantir les Brigades Rouges, comme préfet de police à Palerme, sans grand appui de l'État central. Dalla Chiesa trouvera bientôt la mort sous les balles de la mafia sicilienne. Peut-être un jour, tous ces cadavres exquis, convenablement autopsiés, se mettront-ils à révéler plus précisément les dessous des cartes de cette époque terrible de l'histoire italienne.